Hop, bonsoir. Donc aujourd'hui, je suis encore accompagnée de mon chat. Elle veut participer au masterclass maintenant, Malice. Bienvenue dans cette 5e masterclass. Bienvenue à ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous êtes bien installés. Je ne sais pas si vous avez eu comme moi beaucoup de pluie aujourd'hui. C'est plutôt des temps où on reste un peu à la maison au chaud. Voilà, ou faire une balade sous la pluie aussi, c'est un bon truc. Donc aujourd'hui, on est sur la thématique des leviers du changement et du coup, beaucoup sur la motivation, puisque c'est un peu le nerf de la guerre. On en a parlé dans les précédentes masterclass, on nous parle beaucoup de volonté, mais le « si je veux, je peux » ne suffit pas, on en a suffisamment discuté. Et on a des étapes du changement, je vais me mettre en plus petit là pour voyer mon schéma là. On a des étapes du changement, voilà, vous voyez, c'est un escalier, ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes, même si la décision de changer, ça peut être quelque chose de très rapide, mais le changement en lui-même, il prend du temps. Au départ, on ne trouve pas qu'il y a trop de problèmes et on pense qu'on n'a rien besoin de changer. Enfin, moi, c'est ce que je pensais quand je consommais. Tout va bien, j'ai pas de problème avec mes consos, surtout le cannabis, moi, qui était le plus important. Après, je vais avoir la période de contemplation, là, ma deuxième marche, où je me demande si quelque chose ne va pas. Je commence à me dire quand même, il y a un truc qui déconne. Et puis la troisième marche, où là, je vais commencer à me préparer. Là, je constate qu'il y a vraiment un problème. Et qu'est-ce que je peux faire? Mais pour autant, je ne suis encore pas forcément prête à changer. Après, c'est la période de passage à l'action, où je suis prête à faire quelque chose. Et je me dis: «Allons-y, quoi, faisons-le». Et puis ensuite, il y a la période de maintien puisque j'ai réussi à atteindre mon objectif. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez long, qui demande de la persévérance, ça je le répète souvent. N'hésitez pas à commenter, Je vois que vous vous dites bonjour, c'est super. Bonjour à tous, bonsoir ceux qui se connectent. N'hésitez pas à commenter dans le chat. Voilà, donc on est sur le changement. Donc comme à chaque masterclass, je vous mets des objectifs. L'idée, c'est de pouvoir identifier à l'issue de cette masterclass les principaux leviers psychologiques et environnementaux, parce que l'environnement est aussi important. Seul, c'est très difficile d'en sortir. Quels sont ces leviers du changement? Comprendre aussi certaines approches, pourquoi certaines fonctionnent mieux que d'autres, selon les moments aussi de sa vie, de son parcours, de son évolution, justement dans ce que je vous ai montré au départ, là, mon petit escalier, suivant les moments du changement, de la motivation, à quel moment j'en suis, en tout cas. Mobiliser aussi la méthode des petits pas, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les masterclass, mais c'est un facteur qui pour moi est essentiel, de progresser pas à pas. Comment on peut mobiliser ça dans son quotidien? J'essaye à chaque fois de vous donner des outils à chaque masterclass. Se reconnecter aussi au sens profond de sa démarche. Pourquoi une personne a envie de se rétablir ou pas? Et puis sa motivation personnelle, qui est vraiment quelque chose d'important. Et puis repérer du coup les formes d'accompagnement les plus adaptées. Alors que ce soit pour vous-même, un proche ou que vous soyez professionnel de santé, il y a peut-être que des aides que vous ne connaissez pas. Donc l'idée, c'est de partager. N'hésitez pas à commenter. Je répète tout le temps, mais n'hésitez pas. Parce que sinon, moi, je parle, et puis voilà. C'est bien aussi, mais bon. Donc, quand j'écris que le changement n'est pas un déclic, je tempère un petit peu cette phrase-là. C'est dans le sens où c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Même si on peut avoir l'envie de changer, qui, elle, peut être un déclic. Moi, je sais, par exemple, c'est quand j'ai eu un examen avec un gastro-entérologue, il m'en avait déjà fait plusieurs, et j'ai eu peur, j'ai entendu cancer, j'ai eu peur de mourir comme mon père trop jeune. Et c'est là où j'ai eu cette envie de changer. Après, ça a pris du temps. Donc, il peut y avoir un moment qui va déclencher cette envie de changement.
Mais le changement en lui-même est un processus. Ça, je voulais modérer un petit peu ma phrase, pour pas que vous la preniez, enfin que peut-être elle soit pas très claire pour vous. En tout cas, dans tous ces éléments-là, il y a tout un cheminement. Donc se faire accompagner, moi je trouve que c'est essentiel. Donc forcément, je vous le dis tout au long des masterclass, au moins son médecin traitant. Et on va voir plus tard, un peu plus loin là, dans les slides, quelles aides sont possibles. Avancer par petits pas, comme je vous disais au début, et puis se reconnecter à son sens motivationnel. Le changement se construit, ce n'est pas quelque chose qui arrive en 5 minutes, même si l'envie, elle, le souhait de changer, lui, peut être quelque chose de très rapide. Ça se prépare, ça se teste, quoi. Ça se fait petit à petit. Parfois, on essaye certaines choses qui ne fonctionnent pas, puis du coup, on va essayer autre chose. Voilà, on va y aller pas à pas, on va tâtonner aussi, hein, ça ne se fait pas comme ça en 3 secondes. N'hésitez pas à commenter, hein. Vous êtes timide ce soir peut-être. Ma slide là, sur pourquoi se faire accompagner, c'est parce que je trouve que c'est important d'insister là-dessus. La plupart du temps, quand on est dans un comportement addictif, qu'il soit avec ou sans substance, moi j'essaie de toujours parler aussi bien des comportements addictifs, qui peuvent être des addictions aux jeux, aux achats compulsifs, des addictions sexuelles, enfin il y a plein des troubles du comportement alimentaire, que les addictions avec substance. C'est important à chaque fois que je vous parle addiction, c'est vraiment les deux, c'est important. Donc l'idée, c'est de rompre l'isolement, parce que quand on est dans une conduite addictive, on a tendance à s'isoler autour de son comportement ou de la substance qu'on consomme, ou des substances. Souvent, il y a des polyaddictions. Donc se faire accompagner, c'est une manière de rompre l'isolement, en tout cas de commencer quelque chose, de retourner vers les autres. Parce que si vous allez dans un centre d'addictologie, par exemple, vous pouvez participer à des accompagnements collectifs. La plupart en proposent des groupes de parole ou des temps d'atelier. On est avec d'autres personnes, donc on rencontre d'autres gens, ça fait du bien aussi. Si c'est votre médecin traitant que vous voyez le plus, ça vous oblige à sortir, même pour ce rendez-vous-là. S'appuyer sur des ressources extérieures aussi, c'est quelque chose d'important. D'avoir, par exemple, quand on a des choses qu'on aime faire, ça peut être une association. Pas forcément un groupe d'entraide, même si bien sûr, moi je suis persuadée de l'intérêt des groupes d'entraide en présentiel, mais ça peut être une association, je ne sais pas moi, pour les animaux, sur la photographie, qui va vous obliger aussi à sortir un peu de chez soi et de cet isolement qu'on a autour des consommations ou des comportements addictifs. Et puis, c'est du coup ne pas être seul. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas non plus facile et qui prend du temps d'en parler. C'est pas quelque chose d'évident, hein. Ça fait partie aussi du parcours. Et être accompagné, c'est pas être faible. Moi, je vois souvent sur le forum Addicted, dont je coordonne la modération, ou sur les groupes Facebook que j'administre. Donc, j'administre 2 groupes Facebook, Addiction et Alcool, ensemble on est plus fort, qui est dédié à addiction, et le groupe officiel du défi de janvier, donc qui s'appelle le défi de janvier. Et donc, dans ces groupes, je vois souvent des personnes qui disent pourquoi aller chercher de l'aide? Mon cas n'est pas si grave que ça, quoi. Parce que c'est difficile d'accepter qu'on ait besoin d'aide. Et puis, on a toujours tendance à penser, je pense que c'est un mécanisme plutôt naturel qu'on a beaucoup. Il y a toujours pire que moi, quoi. Donc, c'est important on mérite d'être aidé, on mérite d'être accompagné. Tout le monde y a le droit, si on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, c'est mettre toutes les chances de son côté. Plus on va multiplier les aides, plus on multiplie aussi les chances de réussir. Oui, il y a un commentaire, j'en ai parlé à mon médecin traitant lors d'une consultation et elle m'a accompagnée tout au long de mon rétablissement. Moi aussi, quand j'ai pu, j'en ai parlé à mon médecin traitant et elle m'accompagne encore. Là, je vis une période où je suis pas bien, hein, je suis en arrêt de travail depuis un moment. Et mon médecin traitant est toujours là pour m'accompagner. Et elle sait que moi, par exemple, elle ne peut pas me prescrire certains médicaments pour le stress chronique, pour mes difficultés du moment. Et donc, d'avoir son médecin comme allié, et même quand on est en phase de maintien, parce que moi,
certains le savent, je ne consomme plus depuis plusieurs années, puisque moi, je ne sais pas modérer. Donc, ça fait des années que je ne consomme plus. Et je peux avoir des moments, comme tout le monde, des moments moins bien. Le fait d'avoir son médecin traitant comme allié permet que quand on est moins bien, on ne nous prescrive pas certaines molécules, puisque nous, on reste des addicts. Enfin, moi, en tout cas, je reste une addict. Et si on me donne des benzodiazépines, par exemple, je ne vais pas en prendre qu'un. Hein, enfin, voilà. Quand on se rend compte que je suis addict, c'est dur de pousser les portes. Ouais, c'est un parcours qui prend du temps. Bonsoir aux personnes qui arrivent. Et ça fait partie du chemin aussi, d'oser aller taper à la porte de son médecin traitant. Ou voilà, justement, là, c'est la partie où je voulais vous détailler un peu toutes les aides qui existent, parce que souvent, on n'y pense pas, certaines aides. Donc, le premier recours, c'est le médecin traitant, mais il y a de plus en plus de personnes, malheureusement, qui n'ont plus de médecin traitant. Donc, ça peut être le pharmacien, parfois, qui oriente aussi. Là, je vois pendant les mois sans tabac, il y a beaucoup de pharmacies qui proposent des aides. On a de plus en plus d'applications aussi qui existent. Alors, ils en avaient fait une pour le défi de janvier, là, je ne sais plus c'est quoi son nom, qui a été transformée en une autre. Là, il y a par exemple l'application MyDéfi, du défi de janvier, et c'est un vrai coach personnel avec la possibilité de consulter un addictologue. Vous avez aussi des plateformes comme Care. Quand on n'a pas de médecin traitant, ça peut bien dépanner. Moi, je sais qu'il y a des personnes que j'accompagne aussi dans le centre d'addictologie où je travaille qui n'ont pas de médecin traitant, et c'est SOS Médecins, du coup, hein, qui peut les voir parfois. Et il peut y avoir les infirmières azalées dans les maisons de santé. Il y a des infirmières en pratique avancée, comme moi aussi, qui peuvent vous accompagner aussi. Après, vous avez les dispositifs médico-sociaux, c'est-à-dire qu'on va accompagner la personne de façon globale, mais on va le voir un petit peu plus loin dans l'accompagnement. Je sais plus si je l'ai mis cette slide. Attendez, je suis en train de vous dire des bêtises. C'est la slide sur l'EXAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie. Bon, je le dis là au cas où, mais c'est un accompagnement global, du coup, qui est médico-psychosocial, parce que c'est rétablir d'une conduite addictive, c'est vraiment global. On en a déjà parlé dans les précédentes masterclass. Il y a aussi les consultations jeunes consommateurs, hein, pour les jeunes consommateurs et leurs proches. Vous avez les maisons des adolescents. Enfin, je pense que dans ce schéma, il en manque, hein, parce que c'est non exhaustif, quoi. Il manque plein de choses, je pense. En tout cas, c'est important aussi dans ces dispositifs de savoir que les proches, l'accompagnement, les accompagnants peuvent aussi être aidés par les professionnels et les groupes d'entraide, hein. Bien sûr, il y a les groupes d'entraide aussi. Parce que si les proches souffrent tout seuls et qu'ils ne comprennent pas les mécanismes d'addiction, pourquoi c'est si difficile parfois pour la personne, pourquoi il y a des chutes, il y a des rechutes, tout le monde va être mal. Donc, c'est aussi important que les proches puissent être aidés. Et puis, on a les dispositifs que j'ai mis dans les dispositifs sanitaires, où on va avoir des consultations externes dans les hôpitaux qui comportent des urgences. Vous avez des équipes de liaison et de soins en addictologie, les ELSA. Du coup, elles vont faire des consultations aux urgences, par exemple le matin, pour des personnes qui sont arrivées en état d'ébriété, par exemple la nuit, ou des jeunes qui peuvent faire des bad trips suite à une teuf. Hein. Voilà, je prends des exemples, mais il y en a d'autres. Elles vont aussi aller dans les services à l'appel des professionnels. Et elles font aussi des consultations externes. Je dis elles parce que c'est vrai que moi, dans les équipes que j'ai vues, il y avait peu d'hommes, mais j'aurais pu dire ils aussi. Donc, ils vont faire aussi des consultations externes de tabacologie ou d'addictologie. Vous avez aussi, bien sûr, les centres de cure et de post-cure. Dans ce centre de cure, ça va plutôt être dans un service de médecine pendant une semaine, où on va vraiment accompagner les personnes sur le sevrage physique. Et les post-cures, là, ça va être un parcours beaucoup plus long. Hein. Ça dépend des centres de post-cure, mais ça peut être de 3 semaines, 6 semaines, 3 mois. Vous avez aussi des centres thérapeutiques résidentiels où c'est beaucoup plus long, où là, on est vraiment sur la réadaptation à la vie quotidienne et à reprendre un travail pour certaines personnes. Enfin, c'est assez long. Allez voir mon pharmacien pour le tabac, OK, mais j'ai jamais osé pour ouais, je comprends, ce commentaire-là. Pour l'alcool, c'est moins évident.
En tout cas, le pharmacien peut-être orienter, hein, aider à trouver, quand il y a des endroits où les gens n'ont vraiment, pas de médecin du tout, ils ont rien du tout et du coup, le pharmacien peut être un relais, en tout cas. Sinon, bien sûr, sur le site Addicted, par exemple, il y a un annuaire géolocalisé, donc on peut essayer de trouver de l'aide près de chez toi, mais il y a malheureusement des secteurs géographiques qui sont vraiment dépourvus, hein. C'est plus facile dans un centre d'addiction, ouais, c'est pas évident au niveau du médecin, ouais. Mais il y a des personnes qui n'ont pas le choix, parfois, qui n'ont pas de centre d'addicto pour plein de raisons. Ils peuvent pas aller dans un centre d'addicto où, il y a 3 mois d'attente, enfin, ça dépend. J'ai vraiment vu des parcours de personnes qui s'étaient rétablies avec le médecin traitant. C'est pour ça, il y a tout un tas de possibilités de soins, donc voilà. Dans ma slide précédente, il y avait aussi les hôpitaux de jour que j'ai pas cités aussi, hein. Du coup, ça permet de tout en restant chez soi, d'avoir des soins. Donc on va aller, tous les jours dans le centre et on rentre chez soi le soir, sauf les week-ends et donc ça permet, d'être toujours confronté finalement à son quotidien et de petit à petit, changer ses habitudes. Bon, c'est aussi une autre possibilité qui existe. Et puis bien sûr, l'accompagnement par les pairs, donc c'est-à-dire, les personnes qui vivent ou ont vécu la même chose. Donc vous avez un phénomène, d'identification, dans les groupes d'entraide. Donc les groupes d'entraide, vous avez, les «classiques» entre guillemets, la Croix Bleue, Vie Libre, Entraide Addicts, les Alcooliques Anonymes, les Narcotiques Anonymes, les Dépendants Affectifs et Sexuels Anonymes. Enfin, il y en a plein de groupes d'entraide qu'on peut rencontrer en présentiel ou en visio, hein. Pour certains, on peut aussi, faire des réunions en visio. C'est plutôt ceux qui sont de la branche, anonyme, hein, Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, Outre-mangeurs Anonymes, voilà. Et puis, vous avez aussi, de plus en plus, ça s'est développé, hein, les groupes Facebook, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, les groupes Facebook d'entraide, hein, il y en a plein qui existent. Vous avez aussi les forums, donc je vous ai parlé du forum Addicted, mais il y a aussi le forum Psychoactif qui est plus sur, le pan réduction des risques. Tout ça, c'est de l'entraide, hein, l'entraide par les pairs. Je vois actuellement, là, c'est le mois sans tabac, le groupe Je ne fume plus, on est à plus de 24 000 membres. Enfin, c'est un truc de fou, le nombre de gens qui s'expriment sur ce groupe, tout au long de l'année, hein, pas qu'au moment du mois sans tabac. Sur le défi de janvier, c'est pareil, le groupe, le défi de janvier, c'est la même chose et c'est une vraie aide avec, une identification, que les personnes vont avoir. Je vois sur le groupe du défi de janvier, là, je vais pas citer, le nom de la personne parce que voilà, je veux, respecter un peu, l'anonymat un petit peu pour pas que s'il y a des gens qui revoient le replay, par respect. Il y a une personne là qui est dans le chat, qui intervient beaucoup sur le groupe du défi de janvier, qui a commencé à se rétablir, grâce à un défi de janvier. Et bien à chaque fois qu'elle fait des publications, les personnes s'identifient et du coup, il y a quelque chose qui se passe vraiment d'important où elle devient, quelque part un exemple pour d'autres. Moi, j'ai vu ce phénomène avec moi aussi au début là, quand j'ai eu mon livre qui est sorti, des choses comme ça. Des personnes qui disaient, que j'étais un exemple. Alors j'aime pas trop ce mot-là parce que pour moi, chacun a un parcours, mais c'est ce phénomène-là d'identification. Alors après, bien sûr, nous, notre rôle en tant que patient expert, c'est de dire: «C'est vous qui faites votre parcours, c'est vous, hein, qui êtes, un être individuel et qui faites un immense travail». Voilà, hein, il faut, c'est aussi quelque chose d'important. Du coup, c'est très complémentaire de l'aide qui est déjà proposée, par les professionnels. Hem et les pérédants qu'il peut y avoir aussi dans certains centres d'addictologie. Ça montre un angle de vue différent aussi, hein, quand, vous allez, dans un centre d'addictologie et qu'il y a un père aidant, un patient expert ou même dans un groupe de parole où vous avez quelqu'un qui a une certification, du coup, il a un peu plus de connaissances, il a fait plus de formation, donc il peut, vraiment, montrer un œil différent un petit peu sur l'addiction. Il va y avoir le côté évidemment, théorique, on va dire, hein, les mécanismes d'addiction, on peut pas les changer, mais par contre, avoir le vécu intime de quelqu'un qui est passé par là, c'est un vrai plus, quand on a besoin d'aide. Ça va faciliter aussi l'adhésion aux soins parce qu'on va donner confiance à allez-y, hein, demandez, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous êtes légitime à avoir cette aide. Puis on ne se sent pas seul du coup aussi, hein. Je suis pas seule à vivre ça.
C'est pas moi qui est complètement folle, ça arrive à d'autres personnes et pourquoi ça arrive et voilà, on peut parler de tout ça. Et puis, les pères, hein, les pères aidants, surtout ceux qui sont formés, qui ont fait des formations bien entendu, parlent les 2 langages, hein, celui des professionnels et celui des personnes soignées. Donc c'est vraiment intéressant, ouais, les groupes du défi de janvier, ouais, qui a aidé, hein. C'est pour ça que pour le défi de janvier, souvent on dit, enfin c'est ce que disent les organisateurs et ils ont pas forcément tort, que ce n'est pas destiné aux personnes qui ont un trouble de l'usage d'alcool parce que se sevrer comme ça, il y a des risques pour la santé. En tout cas, dans le groupe Facebook, nous, on est là pour accompagner justement les personnes qui se saisissent de cet engouement où il y a du coup un groupe qui fait ensemble un défi. On les accompagne évidemment à aller consulter le médecin et c'est important de ne pas exclure, de n'exclure personne, qu'il y ait une inclusion, mais par le biais du groupe. Le groupe qui va donner confiance, hein, ça reprend un peu les éléments là de cette slide, qui va donner confiance à aller consulter et la personne va se saisir, même si elle n'arrive pas à faire le défi, c'est pas grave, elle essaye et elle va vers les soins et peut-être qu'elle ira dans un groupe d'entraîne en présentiel. Vous voyez ce que je veux vous expliquer, hein, l'importance de l'engouement du groupe, quoi. Comment ça peut aider, comment ça peut porter aussi. Père aidant et patient expert et père aidant, c'est pareil. Alors un père aidant, donc oui, un patient expert est un père aidant dans le sens où c'est quelqu'un qui vit la même maladie, qui vit ou qui a vécu la même maladie. Pour les maladies chroniques, hein, ça existe dans plein de champs. Donc pour l'addiction, la différence avec un patient expert, c'est une certification patient expert. Il faudra peut-être que je vous fasse une masterclass où je vous développerai un petit peu plus les patients experts. Donc moi, par exemple, je suis patient expert, donc j'ai une certification qui atteste de compétences. Voilà. Donc il y a des stages, il y a des formations, et puis c'est des compétences aussi. Donc c'est pas seulement des savoirs théoriques, c'est aussi du savoir-être. Donc quelle posture avoir. Il y a aussi une charte de déontologie à respecter. Enfin voilà. Un père aidant n'a pas forcément, enfin il n'a pas la certification en général. Donc c'est quelqu'un qui aide dans un groupe de parole et tout. Ça n'empêche pas qu'il a aussi beaucoup de compétences, mais il a peut-être pas fait tout le parcours de formation et de stage. Voilà, pour développer un petit peu ça. Alors je voulais parler aussi de l'accompagnement social et environnemental, dans le sens où seul, c'est très compliqué d'en sortir et que d'avoir un soutien, des soutiens, c'est vraiment, un vrai plus. Alors ça peut être la famille, mais parfois la famille, peut avoir beaucoup de mal à comprendre parce que l'addiction, bah, parfois, ça nous fait, dire des choses qu'on regrette après. Il y a une forme de découragement aussi pour la famille parfois, et puis il y a beaucoup d'incompréhension bien sûr, et puis parfois, avec la famille, c'est pas là où c'est le plus facile. Parfois, c'est plus avec les amis, mais pas les amis de conso, hein, on s'entend, les vrais amis, ceux qui sont là, peu importe ce qui arrive dans votre vie, qui sont là pour vous soutenir. Ça peut être les collègues aussi. Alors moi, je sais que mes collègues ont été, elles n'ont pas su parce que je travaillais à l'hôpital à l'époque, donc elles ne savaient pas forcément que j'étais dans une démarche de rétablissement, mais je leur ai dit après quand j'ai pu le dire, hein, quand j'ai eu mon diplôme universitaire d'addictologie. En fait, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté l'alcool et j'ai pu en parler à mes collègues et mes collègues ont été un vrai soutien pour moi, mais sans forcément le savoir. Et puis il y a les réseaux sociaux bienveillants. Alors j'entends par là, on peut avoir des groupes sociaux. Par exemple, je sais qu'il y a des groupes comme On va sortir, par exemple. Il peut y avoir aussi des groupes, où on va, parler, bah, des animaux, je reprends souvent les mêmes exemples, ou alors du sport, des choses comme ça, où on va échanger et qui vont être bienveillants pour nous. Alors, les réseaux sociaux comme Facebook, bon, on a quand même beaucoup de haters, ça, mais ça peut être un réseau social en présentiel, c'est pas forcément un réseau social, comme, Instagram ou Facebook. Mais on peut avoir aussi des influenceurs de santé, donc des personnes qui donnent des bonnes informations, qu'on suit et qui nous inspirent et qui nous aident aussi à reprendre un peu contact et qui encouragent finalement, sans forcément le savoir, hein. Bien sûr, le non-jugement est essentiel et ça permet de stabiliser un petit peu son parcours. C'est ça que je voulais dire dans cette slide. Et je parle trop, comme ça mal à la gorge. N'hésitez pas à commenter, hein.
Donc quel accompagnement, pour quels besoins? Bah, je dirais que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que, il y a vraiment tout un tas de soins, d'accompagnement par des pairs possibles. Et puis il y a aussi des choses où souvent auxquelles on ne pense pas, c'est les associations qui n'ont rien à voir avec la dicto. Ça fait du bien de parler d'autre chose aussi, de parler d'autre chose complètement, hein. Ça redonne de l'estime de soi. Par exemple, des personnes qui se mettent à faire des choses, manuelles comme retaper un meuble, des choses comme ça. C'est des choses qui font du bien. En tout cas, dans les accompagnements, professionnels, du rétablissement, et bien, j'ai mis en bas la santé parce que, c'est quelque chose qu'on oublie quand on est dans les consommations et souvent, ça peut commencer pour certaines personnes à faire un bilan de santé, à faire un bilan sanguin tout simplement avec son médecin traitant. Des fois, ça peut commencer par là et ça peut favoriser aussi une prise de conscience et finalement, on peut voir qu'il y a des carences, ça peut arriver de vitamines, enfin, tout un tas de choses, de fer, enfin voilà et du coup, on va commencer par soigner son corps et puis peut-être qu'après on va réussir à soigner, sa tête. Enfin, en tout cas, commencer à parler de l'addiction et à commencer à travailler là-dessus. Donc ça peut être le médecin traitant. Bien sûr, ça peut être dans une maison de santé avec une infirmière azalée, enfin, il peut y avoir de différents circuits. Ça peut être aussi dans un centre d'addictologie. C'est peut-être pas avec certaines personnes, c'est la première chose qu'on fait. Parce qu'ils viennent chercher de l'aide, mais pour autant, ils sont encore pas prêts à avancer. Vous voyez, dans mon schéma du départ, là, dans les stades du changement. Il y a le contrôle aussi, reprendre contrôle sur sa vie. Alors, bah, les professionnels peuvent y aider, mais aussi les pairs aidants dans les groupes d'entraide, les patients experts, peuvent aussi aider à ça. Il y a aussi reprendre confiance en soi. Alors là, il y a des ateliers, parfois qui sont super bien faits dans les centres de post-cure ou dans les centres d'addictologie aussi, hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Améliorer sa qualité de vie, ben, pour moi, c'est une des définitions du rétablissement. Quand je parle de rétablissement, c'est avoir une meilleure qualité de vie et retrouver un équilibre. Un équilibre, c'est qui n'est plus déséquilibré par l'addiction qui prend toute la place. C'est dans ce sens-là. Donc, bah, améliorer sa qualité de vie, ça, on peut le faire avec des pairs, mais on peut le faire aussi avec ses proches qui vont nous aider. Moi, je sais qu'il y avait plein de choses que je refusais de faire tout le temps avec ma famille. Et une fois que j'ai été rétablie, bah, avec ma famille, j'ai pu faire plein de choses. Donc ma qualité de vie a été améliorée petit à petit grâce à mes proches aussi, pas que grâce aux professionnels que je consultais, au XAPA, dans le centre d'addictologie, pas que au groupe d'entraide, pas que au sport que j'ai recommencé à apprendre. Vous voyez, c'est un ensemble de choses. Et puis, bah, retrouver son autonomie. Donc en fait, l'addiction, c'est quelque chose qui nous emprisonne, hein, on a parlé déjà plusieurs fois. Donc, sans rétablir, ben, c'est quelque part retrouver son autonomie et sa liberté. Donc, bah, ça, il y a plein de un peu tout ce que je vous ai proposé depuis le début là, tout ça va aider à arriver à cet objectif-là. Pour les vitamines, ils ne prescrivent pas et disent que ça sert à rien. Et ben, pourtant, la vitamine, la thiamine, hein, c'est vraiment un traitement essentiel du sevrage alcool, hein. Bon après j'espère que tous les médecins ne sont pas comme ça, qui prescrivent les qui prescrivent les vitamines quand on a une carence, j'espère. En tout cas, elles sont en vente, libre, hein, elles ne sont pas remboursées, donc on peut les acheter en pharmacie. De toute façon, c'est pas remboursé, donc souvent les personnes qui consomment excessivement de l'alcool ont des carences en vitamine B, puisque l'alcool, l'éthanol bouffe la vitamine B, hein, et la thiamine est un traitement, de prévention du syndrome de Korsakoff, donc c'est important d'en prendre des vitamines. Hem, donc la méthode des petits pas, ça je vous en parle, peut-être à chaque masterclass, hein, vous allez vous dire: «C'est du bourrage de crâne». Mais en tout cas, c'est important d'avoir cette notion-là, hein, dans les étapes du changement, dans les leviers du changement. Si je me mets des marches comme ça, bon, ça met en échec. Si j'ai des petites marches comme ça, petit à petit, avec des petits objectifs, eh bien, ça réduit la pression, la pression que moi je me mets de réussir, et puis du coup, bah, si je loupe une marche, bah, c'est la fin du monde et c'est foutu pour foutu. Je reprends à fond de balle, mes comportements addictifs.
Et puis d'avoir des petites comme ça réussites et ben, à chaque fois ça active, le système de la dopamine, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes schémas où il y avait, la drogue qui active la dopamine, mais de façon exponentielle, et qui, bah, du coup, vide complètement l'énergie, après et c'est ce qui nous remet dans le cycle de consommation et quand on se réétablit, du coup, il faut se réadapter à des petits plaisirs classiques de la vie, du coup, qui sont moins importants. Et en ayant des petits objectifs comme ça, pas à pas, et bah, à chaque fois que j'ai un petit peu de dopamine et comme il faut persévérer et bien petit à petit, j'apprends à éprouver du plaisir, différemment. Et c'est pas parce que c'est un petit pas que c'est pas un vrai pas. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important, cette notion, de l'avoir. C'est pour ça que j'en parle souvent. Notre esprit n'est plus accaparé par nos consommations et on n'a plus peur d'aller vers l'inconnu et de découvrir un tas de choses. Ouais, tout à fait, ça fait vraiment partie, du parcours. C'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit, mais ouais, c'est difficile de s'entourer. Au sport, ça va, OK. En famille, ça consomme un peu. Au taf, alcool, tabac et les amis et ben, alors là, c'est le plus gros malaise. Ouais. Alors moi, j'ai eu ça, au début de mon rétablissement aussi. J'ai je pense qu'il me reste quasiment pas d'amis de cette période-là où je consommais parce que, bah, ils sont là-dedans et moi j'ai changé. Je suis plus du tout là-dedans et mon rétablissement m'a permis de rencontrer plein de gens et de me faire d'autres amis. Alors j'ai pas non plus 10 millions d'amis, hein, j'en ai quelques-uns, mais c'est des vrais amis et que j'ai rencontrés au cours du rétablissement. Et puis il y en a 2 qui me restent de la période de conso, mais c'est pas ceux avec qui je consommais finalement. Donc ça, c'est vraiment un truc, qui est pas évident, je trouve, mais qui petit à petit on peut, moi ça a commencé par les groupes d'entraide, hein. C'est là où j'ai commencé à me faire des amis, des vrais que j'ai toujours, hein. C'est vraiment ça. Hem et puis, ben, c'est vrai que faire des activités, ça aide et ben, le travail, bah, oui, alors là, le travail, c'est il y a certaines personnes qui changent carrément de boulot, hein, parce que ça devient impossible, tout le monde consomme et quand on change, bah, on n'est plus dans ce mood-là. Alors bien sûr, c'est pas évident, mais voilà. Alors là, j'étais sur les micro-objectifs, hein, je fais ça suit la slide d'avant sur les petits pas. L'idée, c'est vraiment de se mettre des objectifs atteignables. Alors vous verrez mieux peut-être, mon schéma sur la droite parce que vous savez, à la fin, je vous mets mon support de présentation dans votre espace, Teach Easy. Donc c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. On utilise beaucoup ça en formation, mais le principe est intéressant, c'est d'avoir un objectif vraiment spécifique. En général, c'est un grand objectif et l'idée, c'est de mettre des petits objectifs derrière, donc un objectif qui est mesurable, quelque chose d'atteignable et quelque chose qui est réaliste, pas un truc comme ça que je peux pas atteindre. Après, je peux avoir un grand comme ça, mais il faut mettre plein de petits, sinon c'est, si je me casse la figure là, c'est l'échec quoi. On se met en échec en tout cas et quelque chose qu'on peut atteindre temporellement, pas un truc dans 3 ans quoi. Un truc sur, à la fin de la semaine par exemple ou 48 heures ou, encore mieux, bah, déjà 24 heures sans consommation. Certains, c'est heure par heure, quart d'heure par quart d'heure. Ça peut être aussi diminuer sa consommation de 10. Si c'est un comportement addictif, on peut aussi, quand on joue, les personnes qui jouent, c'est par exemple 10 en moins, voilà, c'est des choses comme ça et puis choisir un moment qui est favorable à ça, hein. Ça peut être, en semaine pour les personnes qui boivent seules, ben, là, en semaine, ça peut être très difficile de réduire. C'est peut-être plus facile quand on est entouré de gens. Alors vous voyez, c'est un peu le principe de cette, slide-là. Je n'ai jamais entendu parler pour les vitamines avec les professionnels. Eh ben si pourtant, mais ça devait pas être, je sais pas, des professionnels qui connaissaient, le déficit en thiamine et en vitamine B pour l'alcool, hein, addiction à l'alcool, hein. Hem, ouais, dans les connaissances, faut enfin oui, moi je le dis souvent qu'il faut faire le tri, hein, parce que, bah, souvent on consomme quand même avec les mêmes personnes. Quand on arrête, bah, du coup, c'est difficile pour eux de voir que la personne est en train de changer, donc du coup, on change, j'ai pas d'autres mots pour ça. Alors j'ai proposé quelques petits outils pratiques comme à chaque, masterclass, j'essaye de ou en tout cas. Donc il y a un journal d'auto-observation, c'est un peu la même idée que mon journal de bord dont je parle très souvent, c'est d'avoir, de se regarder un petit peu, de regarder sa consommation, pour les personnes qui consomment encore.
mettre la date, mettre l'heure et la situation. Par exemple, le soir, en rentrant du travail, en préparant à manger. Moi, je prends souvent cet exemple-là. L'émotion ressentie, eh ben, bah, je suis triste parce que je me retrouve toute seule chez moi et j'essaye de le mesurer. Alors peut-être que je suis très triste, 9 sur 10, je sais pas. Ce que je veux faire, mes envies, automatismes, eh ben, c'est je me sers un verre et je me roule un joint. Enfin, en tout cas, moi, c'était ce que je faisais. Ce que je choisis de faire, eh ben, je peux essayer de faire différemment. Donc alternative, c'est peut-être de remplacer, le verre d'alcool, par, ginger beer. Moi, j'aime beaucoup la ginger beer, par exemple, ça peut être ça. Ou une option B, c'est je fais comme d'habitude, mais à ce moment-là, je me juge pas. Voilà, je suis en train d'observer, donc on est vraiment au début du changement, hein. C'est vraiment un journal pour scanner un petit peu où est-ce qu'on en est et d'écrire, eh ben, ouais, je peux pas faire autrement, je consomme. Ça va participer à un changement après. Option C, ça peut être, j'attends 10 minutes et j'essaye de faire autre chose aussi. Donc du coup de décaler un petit peu. Et puis qu'est-ce que je retiens de cet exercice de journal d'auto-observation? Ce qui a aidé, qu'est-ce qui a été difficile? Et puis un exercice qui est pas simple au début, je trouve, c'est de noter une victoire par jour. Un petit truc qu'on a réussi. Je vois sur le groupe Facebook, j'ai une publication récurrente sur, les victoires de la semaine et de temps en temps, j'ai des personnes qui viennent et qui disent: «Bah non, j'ai tout foutu en l'air cette semaine, rien ne s'est bien passé». Et bah, j'essaie de les faire, regarder quand elles me répondent après, hein, que, bah, en fait, il y a toujours un petit truc et c'est difficile de regarder ce petit truc parce que quand on est dans les consos, on se fait tellement de mal qu'on s'auto-sabote aussi que c'est difficile de regarder ça. Donc bien sûr, il y a le plan d'action avec les micro-objectifs et puis se féliciter, se récompenser, ce qui n'est pas évident non plus, hein, parce qu'on est on est notre pire ennemi, hein. On n'est pas forcément très bienveillant avec nous-mêmes. Oui, il y aura le comment dire? Le support de présentation. Du coup, ce sera, mieux après, parce que c'est vrai que sur le téléphone, ça doit pas être évident de voir, même si je mets tout en plein écran, je comprends. Pour les personnes qui ont des difficultés pour écrire, que faire? Et ben, ça peut être par le dessin, hein. Les personnes qui ont des difficultés, ça peut être par le dessin. Ça peut être comme ça. Ou ça peut être maintenant dans tous les téléphones, on a des notes vocales. Il y en a qui font ça. Ça peut être, encore, d'autres manières, de s'exprimer, où il y a des personnes qui s'expriment aussi de façon artistique, hein. Moi, je sais que je fais beaucoup de visuels, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et pour les personnes qui voudraient faire un journal de auto-observation et qui ont du mal à écrire, eh bien, ça peut être d'avoir la trame là que j'ai proposée là, de la télécharger et de mettre des dessins. Ça peut peut-être être une façon de faire. Alors, l'échelle des petites victoires, l'idée, c'est d'y aller toujours étape par étape, là. On va commencer par observer, ensuite de modifier un rituel, ensuite de réduire, ensuite de stabiliser, ensuite de consolider et de transformer. Hein, voilà, c'est de se récompenser à chaque étape. Donc on va commencer par regarder, on va essayer de modifier un rituel, on va peut-être essayer de réduire, hein, ça dépend des objectifs de chacun. Ensuite de stabiliser, de consolider et de transformer. Donc c'est vraiment, petit à petit, c'est ça l'idée. Donc le rôle de la motivation, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors on a des motivations qu'on a nous-mêmes et des motivations, qui sont, externes, donc ce qui peut nous aider à démarrer. Donc ça peut être des défis, hein, qu'on se lance à soi-même ou des choses comme le mois sans tabac ou le défi de janvier pour l'alcool, les encouragements qu'on va recevoir. On peut avoir aussi des challenges qu'on va suivre avec des amis, un peu peut-être des choses autour de l'activité physique. Ça, c'est des motivations qui vont, peut-être nous pousser à changer. Les aides aussi qu'on peut avoir autour de nous, donc les professionnels, les groupes d'entraide, nos propres valeurs aussi, des projets de vie aussi. Ça aussi, ce sont des choses qui vont aider et c'est peut-être des questions intéressantes à se poser. Pourquoi est-ce important pour moi? Pourquoi j'ai besoin de changer, de réduire ma consommation ou d'arrêter un comportement addictif? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie?
Qu'est-ce que je veux protéger? Qu'est-ce que je ne veux plus aussi? Oui, c'est ce genre de choses, de questions. Et puis quelle personne je veux devenir aussi. Alors c'est vraiment on est vraiment, autour du changement, mais c'est pas seulement le changement par rapport à une consommation ou à un comportement addictif, c'est aussi soi. Parce que finalement, se rétablir, c'est se transformer, c'est transformer quelque chose. En tout cas, on change. Donc trouver une phrase levier du changement, et de travailler aussi là-dessus, réfléchir là-dessus, ça peut, vraiment aider à entamer un changement ensuite. Donc là, les leviers du changement, c'est, bah, un peu tout ce qu'on a vu, l'accompagnement, toutes les aides qu'on peut mettre autour de soi, y aller petit à petit, le sens, la motivation qu'on peut trouver. Donc ça peut être des phrases comme: «Je veux reprendre le contrôle», c'est on perd de contrôle sur sa vie finalement avec l'addiction, hein. Donc dans sens et motivation, on peut avoir une phrase levier comme ça, c'est, «J'en ai marre de que ce soit l'addiction qui gagne, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Je veux être fière de moi», ça peut être ça aussi. Ou «Je veux casser le cycle». Moi, je sais que par exemple, j'avais mon papa qui était alcoolique, les grands-mères et grands-pères que j'ai pas connus étaient aussi voilà, j'avais envie de casser à un moment donné ce cycle. C'est bon, arrête de bousiller ta vie, voilà. Puis comprendre son histoire, moi, ça a fait partie de mon rétablissement vraiment aussi. Donc dans cette marche-là, en haut de sens et motivation, il y avait, casser le cycle et il y avait aussi, comprendre mon histoire familiale. Ça a vraiment été le point de bascule, une fois que j'avais arrêté l'alcool, que j'ai arrêté les produits de synthèse et le cannabis. Heu, Quand j'ai su, l'histoire familiale, en fait, les bouts de morceaux qui me manquaient, j'avais besoin de comprendre mon histoire pour continuer mon parcours de rétablissement. En tout cas, moi, ça a fait partie. Alors vous, probablement que vous aurez, un sens des valeurs différentes que les miennes, oui, mais c'est même sûr et ça va vous aider à trouver une motivation ou les personnes que vous accompagnez, hein, trouver une motivation, qui leur parle, en tout cas à eux. Être mon propre patron a été un excellent moteur de motivation pour moi. Ah ouais, ouais. Il y a des gens qui changent vraiment de boulot, hein. C'est un truc de fou ça. En tout cas, voilà, un peu tout ce que je voulais vous dire. J'ai été un peu plus bavarde que d'habitude. C'est un sujet qui me touche. Donc il y aura peut-être, des questions qui seront intéressantes à vous poser, hein. Quel levier vous parle le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a parlé le plus aujourd'hui comme levier? On peut rester encore quelques minutes ensemble si vous voulez, y répondre. Quel levier qui vous a parlé le plus? Est-ce que c'est plus les petits pas? Est-ce que c'est plus de regarder, le sens de sa vie? Alors ça, je pense que ça dépend des stades où on en est. L'accompagnement aussi, hein, ça, c'est des choses qui peuvent aider et peut-être aussi de se fixer donc, trouver quel levier vous a le plus parlé ce soir. Peut-être aussi vous fixer un objectif de 48 heures aussi. Pour, commencer par quelque chose de petit, mais ça peut être 24 heures aussi, ou ça peut être dans 1 heure. Enfin, vraiment des objectifs à moyen terme, à court terme même on peut dire. Et puis d'essayer d'écrire un petit pas dont vous êtes fier. Ah ça c'est un exercice vachement difficile en général. Une fierté, trouver une fierté. Ah oui, les différents défis sur l'alcool. Ouais, ça aide, c'est vrai que ça aide beaucoup de gens, du défi de janvier. Dans l'application, Try Dry, il y a des objectifs. Alors dans My Défi aussi, hein, l'autre application qui est plus un coach quand même, il y a aussi des défis. Avoir des petits défis quoi, c'est des trucs qui marchent bien ça en général, hein. Et des personnes qui boivent 1 ou 2 fois les choses et la réponse est: «Je ne suis pas alcoolique». Ouais, bah, ça ça fait partie du déni, je pense. On se ment, avant tout, à soi-même. Alors je ne connais pas les détails des consommations des personnes, hein, mais j'imagine que si vous travaillez dans un centre d'addictologie, c'est qu'il y a en tout cas une consommation qui leur pose, question, donc peut-être, hein, s'ils viennent, consulter à ce propos-là. Donc la prise de conscience, elle est pas si évidente, hein, de se dire, «J'ai un problème avec l'alcool». Et encore plus, l'étape d'après, parce que plein de gens essayent de réduire, bien sûr, hein, parce que c'est très dur.
de faire le deuil de l'alcool quand c'est un produit qui est présent partout. Donc ça prend du temps, c'est des étapes compliquées. Et peut-être de demander d'atteindre des petits objectifs, c'est plus facile, des petits défis. S'ils viennent consulter, c'est peut-être qu'ils ont un problème quand même de conso et de leur dire essayez de réduire pour voir ce qui se passe. Essayez de passer une soirée sans consommer pour voir ce qui se passe. La tournée minérale Sober Spring, ouais, ont été un super. Bah oui, parce qu'en fait, vous avez le défi de janvier, donc en France, qu'au mois de janvier. Vous avez la tournée minérale qui est en février. Sober Spring, c'est jusqu'à fin mars. Et donc, à chaque fois, petit objectif, enfin, grand, hein, du coup, mais quand même jour après jour. Et finalement, on arrive à une période 3 mois sans alcool. Pourquoi reprendre après, hein, c'est vrai. Bon, je vais conclure en tout cas. Merci pour votre présence comme d'habitude. Merci pour vos réactions dans le chat. C'est chouette d'avoir de l'interaction. Pour ceux qui n'ont pas rejoint, vous pouvez toujours rejoindre le canal Telegram, ce qui vous permet de ne pas manquer les masterclass. Surtout que c'est pas toujours évident de se connecter dans l'espace Teach Easy, surtout les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont via un téléphone ou une tablette. Je vous mets directement le lien de connexion. Donc, comme ça facilite les choses, ça vous évite de manquer les masterclass. Donc, vous avez le lien dans la première leçon sur Teach Easy, hein, c'est Telegram, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais voilà, vous retrouvez le lien, vous pouvez rejoindre le canal. On ne voit pas votre numéro de téléphone, hein, soyez rassurés, votre anonymat est conservé. Par contre, je valide chaque demande, hein, puisque c'est accessible qu'aux personnes qui ont pris le parcours de masterclass, qui est logique. Bien sûr, à la fin, là, je vais vous mettre, comme d'habitude, le support de présentation. Et vous retrouverez du coup les liens cliquables hein, vers votre espace de formation et puis vers le canal Telegram. On se retrouve donc dimanche prochain, 20h, sur l'entourage et les relations. Donc, ce sera notre prochain thème. Merci beaucoup à vous. C'est chouette. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, à la semaine prochaine. Merci.